Allô. Tu es là? Oui, je suis là. Il est là. Alors, bien, bonjour. Alors, je suis très heureux d'avoir accepté cette invitation de Nourrit à vivre. Et je suis très heureux pour différentes raisons. Tout d'abord parce que je trouve que c'est un film merveilleux, véritablement, d'une très grande richesse, à la fois dans la construction, dans la beauté des images, dans l'intelligence du propos, dans la beauté des personnages, qui sont vraiment très attachants, tous. C'est à la fois un film, c'est à la fois un cours, c'est à la fois un concert de voix, une sonorité, des sonorités différentes, parfois plein de soleil, l'exubérance de l'Italie, le soleil de l'après-midi de Barcelone, la grisaille parfois différente, et puis des sonorités auxquelles on est moins habitué, comme le russe, qui est peut-être un peu plus difficile à entendre, pour nous, pour nos oreilles. Et puis cette idée de... Surtout qu'elle a un accent, il paraît qu'elle a un accent hébraïque. Elle a un accent, exactement, elle a un accent hébraïque. Oui. Bien qu'elle est née là-bas. Hein. Oui, oui. Et, mais j'aime bien les Russes, il ne faut pas croire. C'est-à-dire que c'est dans ma famille. C'est-à-dire que je suis russe par descendance. C'est-à-dire que mes ancêtres ne viennent pas de Russie, mais mes petits-enfants sont russes. C'est-à-dire que mon fils a épousé une Russe et j'ai deux petites filles, Chirel et Yarden, qui sont russes. Donc vous voyez, c'est simplement pour dire que c'est une langue auquel nous ne sommes pas habitués. Et pour continuer sur ce film, avant que je parle un petit peu de la question de la traduction, dans cette construction, ce que j'ai beaucoup apprécié et aimé, ce voyage. Ça commence par un voyage, et puis c'est un voyage qui est, si vous voulez, en exergue, un petit peu comme dans une partition. On nous dit quel va être le mode. Alors on nous met le mode bémol, enfin, pour ceux qui font de la musique, ça, voilà. Et ici, dès le début, on a... Ça sonne, c'est ça? Il y a un problème de micro? Non, pas du tout. Dès le début, la partition, elle est avec ce... Et je ne sais pas si vous avez vu comment c'est construit. Bon, oui. Tout est construit avec les fenêtres. On voit l'extérieur, l'intérieur. On commence par... on voit la mer, on voit les bateaux, dans la première séance à Brest, et à la fin, ça se termine à Akko, à Acre, aussi avec la mer. Et tout le film est ce voyage où on nous emmène avec à la fois des personnages, à la fois des noms de villes, à la fois l'intériorité, et à chaque fois des œuvres, avec la beauté de la langue de chacun, de l'intelligence et de la personnalité de chacun. Et ce qui était beau aussi, enfin pour moi, c'est le grain, non seulement de la voix, mais du papier qu'on a vu à la fin de chaque œuvre. Et cet hébreu qui est tellement beau dans ses caractères carrés, qu'il y a une sorte ici, non seulement de la jouissance de l'oreille, mais d'une jouissance du regard, qui était ce que nous avons senti dans ce film. Et je dirais hors antenne, Nourrit me disait, elle a commencé par Brest. Vous savez que l'hébreu est une langue consonantique. C'est-à-dire qu'il y a des voyelles, mais les voyelles sont rajoutées plus tard. Mais quand on lit le texte classique, il n'y a que des voyelles. C'est pour voir si vous suivez. Il n'y a que des consonnes. Et si vous écrivez, me disait Nourrit, Brest sans les voyelles, ça écrit Bet, Resh, Shin, Tav, ça écrit Bereshit. Qui veut dire l'inconscient hébraïque de Nourrit à vivre vient d'être révélé ici dans ce Brest-Litovsk, dans ce Bereshit, dans cette inaugurale de cette œuvre, de cette très belle œuvre.
Et c'était donc la première raison pour laquelle j'ai été heureux de venir. Donc c'était pour moi la deuxième fois que je voyais ce film, puisque je l'ai vu avant pour voir un petit peu. Et puis la deuxième raison pour laquelle je suis très très heureux aussi, particulièrement, bien que la dernière fois j'ai certainement déjà dit cela, mais je le redis, parce que le lien d'amitié qui m'attache à Nourit est lié particulièrement à ce film. Ça fait à peu près, je crois, 25 ans que nous nous connaissons. Et il y a un peu plus de 20 ans, et je vais vous expliquer pourquoi je sais que c'est qu'il y a un peu plus de 20 ans, Nourit a été J'avais publié un livre qui s'appelait Le Livre Brûlé, en 87, vous vous souvenez. Et puis, cette amitié nous liant, Nourit me dit « Je vais faire traduire ton livre en allemand ». Et donc, elle a contacté deux amis à elle, à Berlin, Lutz May et Dagmar Jacobsen, qui ont traduit ce livre, Le Livre Brûlé en allemand, et que j'ai reçu un jour. J'étais à ce moment-là à Jérusalem, en 91, pendant la première guerre du Golfe. Et je me souviens exactement où j'étais, dans un endroit no man's land entre chez moi et l'université, et sur un petit chemin, et j'étais passé par la poste et j'avais reçu un petit objet, un petit colis, et j'ai reçu un livre rouge, Das verbrannte Buch, le livre brûlé en allemand, avec une photo en noir et blanc d'un grand photographe allemand qui s'appelle Hans Finn. Et ce grand photographe allemand qui s'appelle Hans Finn est le papa de Nourit Aviv. Et je vous promets, il y a des moments dans la vie où on a des émotions. Je vous promets que quand j'ai vu cette traduction, qui était mon premier livre et ma première traduction, mais c'était quelque chose de particulier, je vous explique pourquoi encore. Parce que, je vous le disais, c'était à Jérusalem, vous entendez que je parle français, je suis né à Paris. Mon père est né à Marrakech. Ma mère, plus proche de Danny Boone, est née à Lille. Mais mes grands-parents du côté maternel sont allemands et luxembourgeois. Et donc, la langue maternelle, au sens pur, ma langue maternelle, c'est l'allemand. La langue paternelle, c'est l'arabe. Et tout à coup, j'avais ce livre en allemand, ici, et la sensation que j'ai eue, je l'ai re-eue après une autre fois, c'est de naître. J'ai eu le sentiment, en voyant ce livre en allemand, j'ai eu le sentiment d'accéder inconsciemment à la langue maternelle. J'ai eu l'impression de naître. Voilà, je suis né à ce moment-là. Alors vous allez me dire que mon papa n'était pas très content, parce qu'il a dit que tu aurais pu naître en arabe aussi. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'être traduit en arabe, donc ce qui va me permettre de naître encore beaucoup plus tard, et j'attends ce moment avec impatience. Mais à l'espagnol quand même. Alors, bien sûr, après, j'ai la chance d'être traduit. Bon, ça, après c'est plus de la philosophie, c'est de l'égologie. J'ai la chance d'être traduit en 35 langues, mais ça, c'est les aléas de l'édition. Mais ce que je voulais ajouter aussi, c'est que dans cette amitié avec Nourit, les amis de mes amis sont mes amis, et on a eu une amie commune qui s'appelle Sabine Mamou, que vous connaissez certainement aussi, qui était une grande monteuse au niveau du cinéma, de cinéma. Avec Agnès Varda. Avec Agnès Varda. Qui est dans la salle. Qui est dans la salle par hasard. Donc je salue Agnès Varda. Par hasard. Je salue Agnès Varda pour son œuvre et pour elle-même. Et puis Sabine Mamou, qui suivait mes cours à ce moment-là, en 89, a dit, avec un ami à elle qui s'appelait Julio Marouri, on va traduire ton livre, le deuxième, qui s'appelle Lire aux éclats, on va le traduire en espagnol. Et il y a eu comme ça une traduction en espagnol qui s'appelle Elegia de la Carecia, avec l'accent, ce qui veut dire éloge de la caresse, quelque chose qui ressemble. Hein. Je parle toutes les langues, comme disait mon grand-père, mon grand-père parlait 17 langues, tout en yiddish. Moi je les parle toutes, avec l'accent de Marrakech, donc il ne faut pas, c'est ça, c'est ce côté-là, c'est côté Marrakech, c'est le côté de mon accent dans les langues étrangères. Voilà pour la deuxième raison pour laquelle je suis très très heureux d'être là sur cette question de la traduction, et pour une raison que j'ignore, et ça c'est pour ceux qui étaient là il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus, vous me rappellerez, j'avais promis à Nourit que quel que soit le film qu'elle ferait, je serai toujours là, donc c'est la troisième raison pour laquelle je suis là.
Et donc une amitié importante. Et puis en regardant ce film, il y a eu une question que je me suis posée, c'est pourquoi. Alors vous savez que ce film a deux titres. Il a le titre que vous connaissez en français, qui s'appelle Traduire, mais en hébreu, il s'appelle... Safa Achat Vedvarim Achadim. En hébreu, il s'appelle Safa Achat Udvarim Achadim, qui veut dire une seule langue, Safa Achat, une seule langue, Udvarim Achadim, et des paroles uniques. C'est un verset de la Genèse qui inaugure le passage de la tour de Babel, chapitre 11, versets 1 et suivant. Et toute la question de la tour de Babel, c'est la question de la traduction, mais j'ai été très étonné, surpris dans ce livre, dans ce film, qu'à aucun moment, tous ces traducteurs qui traduisent de l'hébreu, du yiddish, de toutes les langues, et comme on l'a bien entendu, c'est un travail qui est constamment dans les deux sens, au point que ça c'est pensé en yiddish. L'apparition de Niborski était fulgurante. Penser en yiddish, c'est penser dans les deux langues. Il pense en deux langues. Mais à aucun moment, les traducteurs présents dans ce film n'ont posé la question comment on dit le mot traduire en hébreu. Et je me suis posé la question, et je vais vous proposer ici un petit voyage autour de ce mot, de ce verbe, traduire, qui se dit, et c'était très beau d'entendre vers la fin l'auteur arabophone, arabisant, enfin qui parlait en arabe, parce qu'il a utilisé le terme traduire en arabe, que Nourit, quand elle parle en hébreu tout au début du film, quand elle raconte l'histoire de Ptolée-Amélech, qui fait le roi Ptolémée, qui fait traduire la Septante, donc, elle utilise le terme en hébreu, Targum. Mais à la fin du film, en arabe, lui, il dit « je suis traducteur », il utilise le terme de Targem. Vous voyez qu'en hébreu ou en arabe, c'est exactement le même mot, simplement le guimel en hébreu devient « je » en arabe, et de Targum, on a Tarjum ou Targem. Et je me suis posé la question de que signifie ce Targum. Nous, au niveau liturgique, on le sait, on a l'habitude, le Targum, c'est le texte araméen qui accompagne le texte hébreu dans les Chumash. C'est-à-dire que quand vous allez à la synagogue, vous prenez la Bible, les 5 livres de Moïse, le texte est en hébreu, mais en colonne sur le côté, il y a la traduction araméenne d'un monsieur qui s'appelle Onkelos, et ça s'appelle le Targum, la traduction en araméen. Et vous savez que pour la tradition religieuse, on ne lit jamais le texte seulement en hébreu, on le lit en hébreu une fois, ensuite on doit le lire en araméen, et ensuite on le lit une troisième fois en hébreu. C'est-à-dire qu'à la synagogue, on le lit en hébreu, mais quand on prépare, quand on est chaque Shabbat, par rapport à la paracha de la semaine, le texte liturgique qu'on lit la semaine, on le lit en hébreu, en traduction araméenne, en Targum, et de nouveau en hébreu. C'est-à-dire que l'hébreu, jusqu'à aujourd'hui, a gardé la nécessité d'être à l'intérieur de deux langues, pour ne pas se contenter d'un seul sens, mais de passer déjà dans le Targum, c'est-à-dire la traduction, qui est déjà une interprétation. Et Nourit m'a amené un livre où justement le texte est présenté de cette façon-là, où on a en hébreu, ensuite en araméen, et de nouveau en hébreu, ou d'une façon un petit peu différente. En hébreu, regarde, oui. En hébreu grand, oui. Une deuxième fois en hébreu plus petit, voilà. Et une troisième fois encore plus petit en araméen. Voilà, qui me dérange, mais peut-être vous ne l'entendez pas. Si je vous dis par exemple, au commencement Dieu a créé le ciel et la terre, donc Bereshit bara Elohim et Hashamim ve'et haaretz, on va le dire une fois, ensuite on le redit une deuxième fois, Bereshit bara Elohim et Hashamim ve'et haaretz, et ensuite on va le lire en araméen. Alors, l'avantage, c'est que bien que nous ne parlions pas l'araméen est écrit en hébreu, c'est-à-dire en caractère hébraïque. Et je rappelle, pour ceux qui pensent que l'hébreu est écrit en hébreu, c'est que l'hébreu n'est pas écrit en hébreu. Il n'y a pas le chauvinisme de l'écriture hébraïque. Ça veut dire que quand vous allez à la synagogue et que vous voyez le caractère hébreu, le si beau caractère que j'ai décrit tout à l'heure, c'est un caractère qui n'a rien d'hébreu, c'est un caractère araméen qui s'appelle en hébreu Ashuri, ça veut dire assyrien. Ça veut dire que les Hébreux,
écrivent avec un caractère non hébreu, au point que il y a une question dans le Talmud qui demande quelle est la plus belle de toutes les écritures. Et les maîtres du Talmud ne répondent pas ni l'hébreu ni le caractère assyrien, mais ils pensent que le plus beau caractère, la plus belle graphie, c'est le grec. Ce qui fait que, écoutez bien, c'est tout à fait étonnant, puisque le grec est beau, il mérite que l'on écrive la Torah en grec. Et c'était une des raisons pour laquelle la traduction des Septante a été possible. Mais non seulement cela, imaginez que vous gardiez le grec comme langue. Je ne parle pas le grec, donc je ne peux pas vous dire comment on dit en arché au commencement du arché. Mais vous allez garder la langue grecque, en arché, au commencement, bereshit en hébreu, bereshit, c'est l'hébreu, mais vous allez écrire avec des caractères grecs, alpha, bêta, gamma, etc. Vous savez que chaque langue a un petit peu sa particularité. On parlait du yiddish tout à l'heure, moi je pense que le yiddish est une langue de l'intime, par exemple. Ça me rappelle une histoire que vous connaissez certainement, c'est un petit garçon et sa petite sœur qui veulent jouer au papa et à la maman. Et la petite sœur elle demande au petit frère, elle dit comment on fait? Il dit c'est très simple, on va dans la chambre des parents. Et après on se met au lit. Et après on se déshabille. Et après, demande la petite sœur, après on parle yiddish. Vous voyez, ça c'est le côté intime de la langue yiddish. Alors, dans ce que je voudrais aujourd'hui, si vous voulez, je ne vais pas être très long, je vais en avoir pour 10 minutes maximum dans mon commentaire. Je voudrais qu'on reparte simplement avec une seule ou deux idées. Deux idées sur la question de la traduction. D'abord, sur le mot lui-même, que je viens de dire, le mot Targum, qui est passé donc en arabe, ou qui existe en arabe dans le Tarjum, et qui a donné des mots très importants comme le traducteur, qui est en arabe Tarjuman, qui a donné le mot, un nom que vous connaissez, un nom de famille qui s'appelle Torjman, mais qui veut dire traducteur en arabe. Quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle Monsieur Torjman ou Madame Torjman, ça veut dire qu'ils ont des ancêtres qui sont traducteurs. Mais dans le dictionnaire, vous verrez qu'il y a un autre mot, ce mot arabe est passé en français ou en langue internationale diplomatique pour donner le mot droguement, qui voulait dire le traducteur, et qui a donné, et j'ai retrouvé ici, je l'ai amené, une lettre de François Ier. Vous avez une lettre de François Ier, vous voyez ici, qui est adressée, je le lis, « Magnifique Seigneur, par le grand Darmon et conseiller et maître d'hôtel ». Et le Daramon, D-A-R-A-M-O-N, le Daramon, ça veut dire le traducteur. Ce qui m'a permis de comprendre que le nom de famille que vous connaissez, Monsieur et Madame Darmon, sont en fait un synonyme de Monsieur et Madame Torjman, c'est-à-dire qu'ils viennent tous deux d'une famille qui était des traducteurs officiels en Turquie, de manière en particulier auprès du Grand Turc, on appelait cela le Grand Darmon. Et dans cette lettre de François Ier, le traducteur a ce sens, c'est un mot arabe qui est passé donc en français. Mais vous regarderez dans les dictionnaires, le même mot Torjman, traducteur, qui est devenu Darmon ou Droguement, est devenu aussi un mot très français que vous connaissez très bien. Il fait tellement français que jamais on pourrait penser que c'est de l'arabe, c'est le mot truchement. Par le truchement de quelqu'un, ça veut dire par l'interprétation, par la traduction, et truchement qui s'écrivait avant avec AN à la fin, c'est une sorte de francisation du mot Tarjuman, ce Targum du mot hébraïque, c'est-à-dire des langues sémitiques. Ce qui m'intéresse dans le travail de traduction en général, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que cette traduction, qu'est-ce que c'est que ce verbe traduire. Et quand vous regardez dans le dictionnaire, je les ai tous amenés ici, mais je vais faire court, donc je ne les sors pas de mon cartable traditionnel. Donc tu fais pas court. Donc je fais pas court avec un S, mais je fais court avec un T. C'est que non, ouais, je sais plus ce qu'on fait. Voilà. Et à la cour de François Ier, c'était que l'idée, c'est que Targum donc vient d'une racine hébraïque
en hébreu, maintenant je vais parler de l'hébreu, ça vient du mot, la racine c'est ragam. Resh, Gimel, Mem. Or là, on va faire une découverte, et vous partirez avec cette idée très importante de la langue hébraïque, c'est que c'est une des règles que j'enseigne constamment, et vous m'excusez pour ceux qui connaissent cela par cœur et qui m'ont déjà entendu le dire 1203 fois, c'est que chaque mot en hébreu, et dans d'autres langues, mais je parle ici de l'hébreu, a toujours au moins, toujours, sans exception, au moins deux significations. C'est ce qu'on appelle l'amphibologie, un terme un peu barbare qui est illustré de manière magnifique par un auteur dont je vais vous lire juste un petit passage, qui s'appelle Roland Barthes, qui, dans son livre qui s'appelle Roland Barthes par Roland Barthes, explique ce qu'est l'amphibologie, page 72. Il va bien nous faire comprendre tout ce que les traducteurs de ce film nous ont raconté de cette lutte, de ce combat avec l'ange, de ce combat avec la langue. Il dit, je cite Barthes, « Le mot intelligence peut désigner une faculté d'intellection ou une complicité. » On dit par exemple être en intelligence avec l'ennemi, etc. Donc intelligence a deux sens. Ça veut dire cette faculté cognitive et la complicité. En général, le contexte oblige à choisir l'un des deux sens et à oublier l'autre. Par exemple, si je prends le mot volume, si je vous dis j'ai été à la bibliothèque, je suis sorti avec 2 volumes, vous comprenez que c'est un livre. Si je dis je suis rentré dans cette discothèque, je n'ai pas pu y rester car le volume était trop fort, vous comprenez que c'est une hauteur de son. C'est donc le contexte qui réduit la polysémie des sens à un seul sens. Ça, c'est en général. On parle, pourquoi ? Pour permettre à notre parole de donner un contexte qui va permettre de comprendre les mots que nous utilisons qui sont réduits à ce contexte. Seulement, dans l'amphibologie, ou dans la traduction, ou dans l'hébreu, c'est-à-dire dans ces différentes strates que tous les auteurs de ce film, tous les participants sur lesquels ont insisté, il y a différentes strates de l'hébreu. Le biblique, le mishnique, le midrashique, le quotidien, le parler. Ici, chaque fois qu'il rencontre l'un de ces mots doubles, RB c'est comme RG, mais ici c'est Roland Barthes, au contraire, garde au mot ses deux sens. C'est lui qui parle, hein, il parle de lui à lui. Garde ses deux sens. Comme si l'un d'eux clignait de l'œil à l'autre et que le sens du mot fût dans ce clin d'œil, qui fait qu'un même mot, dans une même phrase, veut dire en même temps deux choses différentes, écoutez bien, et qu'on jouit sémantiquement de l'un par l'autre. C'est-à-dire que ce qu'on va appeler la jouissance du sens, ce qu'on appelle la jouissance du sens, et on l'entendait bien dans toutes ces langues. Moi je me suis surpris pendant tout le film, ça fait 1h12 quand même, pendant 1h12 j'étais en train de sourire. Je me suis dit, mais pourquoi tu as ce rictus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es content? Pourquoi cette jouissance de l'oreille? Parce qu'il y avait quelque chose ici de cette superposition des sens. Mais imaginez, et là c'était un petit clin d'œil à un autre rabbin qui s'appelle Rabbi Yaakov Lacan, imaginez, dit Roland Barthes, que vous ne gardez qu'un seul sens au lieu des deux par lequel vous avez cette jouissance. Vous tombez dans l'un des sens du sens, dit Lacan. L'un des sens de la pensée, qui est presque son indigence, c'est de ne pas restituer au mot la possibilité de raisonner dans ces différents sens en même temps. C'est ça le secret de la langue hébraïque, c'est ça la difficulté de la traduction, car le traducteur ne doit pas arriver au mot le plus juste, mais à faire résonner les harmoniques, la vibration entre les deux sens, ou plus, à chaque fois. Et donc traduire comme lire, c'est entendre cette musique, c'est entendre cette amphibologie. Si ce que je dis est juste,
C'est-à-dire si le texte de Roland Barthes fait sens, ce qui pour moi est le cas. Le mot traduire, la racine ragam, resh gimel mem, ne peut pas vouloir dire traduire, parce qu'elle serait qu'un seul sens. Quelle pauvreté, quelle indigence, quelle indécence pour l'esprit. Il faut donc retrouver l'autre sens de traduire. Et là, le dictionnaire nous aide, puisque le premier sens de traduire, ce n'est pas traduire, mais c'est jeter des pierres. L'irgom, c'est jeter des pierres, au point que ça a donné un mot qui veut dire lapider. Lapider, il y a quelque chose ici d'une grande violence dans la lapidation, puisque vous pouvez penser la lapidation jusqu'au meurtre. Mais ne nous a-t-il pas été dit à la fin du film, par ce traducteur arabe, qu'il y a quelque chose, une nécessité de tuer la langue du père pour pouvoir entendre quelque chose d'une autre langue, de mettre de côté? Et donc cette violence de la pierre jetée peut s'entendre aussi au niveau de la traduction. Mais je pense qu'il y a encore un autre sens dans la dimension du jeter la pierre. C'est le fait que si ragam veut dire jeter la pierre, c'est que ça veut dire d'abord jeter. Et jeter une pierre ne veut pas dire nécessairement lapider. Et la question va être donc, si traduire, si ragam c'est traduire et jeter la pierre, comment à chaque fois que nous traduisons, nous jetons la pierre et quel sens fait dans ce jet de pierre? Et j'ai eu la chance, pour répondre à la question, par intuition, de trouver un auteur qui répond pas entièrement à la question, mais qui ouvre un chemin de réflexion dans cette question. Un grand auteur, un très très grand écrivain pour moi, toujours bien sûr on parle pour soi, un très très grand écrivain français, qui est peut-être pas français d'origine, qui s'appelle, si tu peux me tenir ici, qui s'appelle Valère Novarina. Valère Novarina, donc vous connaissez très très bien. Et Valère Novarina, dans un livre que vous allez tous acheter après avoir acheté le coffret des films de Nourit, ça s'appelle Devant la parole. Et je vais vous lire juste quelques petits passages. C'est-à-dire que, en fait, traduire, c'est aussi un petit peu lire. Je vais vous lire quelques petits passages que j'ai repérés. Je vais commencer page 82 pour terminer plus tard, dans quelques temps, à une autre page. Écoutez bien. Si je n'avais pas dit tout ce que j'ai dit avant, nous n'entendrions pas ce que je vais dire maintenant de la même façon. Page 82, il dit « L'acteur, c'est un homme de théâtre, Novarina, vous le savez, l'acteur jette des pierres tout au fond. » C'est pas beau? Vous allez dire, vous ne comprenez pas, je dis moi non plus. À ce moment-là, j'ai dit, mais va voir la page 65. Et je regarde la page 65 de ce livre. Et il explique comment il écrit, comment se fait son travail d'auteur, comment lui a un rapport au langage. Il dit, on commence par un lancer de cailloux. La première phrase est un jeté matériel. Et il donne un exemple de sa propre œuvre. Par exemple, dans un livre qui s'appelle Le Babil des classes dangereuses, vous n'avez pas lu moi non plus, ça commence par cette phrase « Anterne, Gerbert, Staphon, Sacrum, Canard ». Et il a jeté cette phrase, ça ne veut rien dire, c'est pas grave. Il a écrit un autre livre qui s'appelle « Chair de l'homme » et Le repas ou l'opérette imaginaire. Il y a cette phrase qui revient toujours. « Les oursements blonds des Bernardines à action nous font peur ». Ça veut rien dire. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, dit-il. Il y a une matérialité opaque, une coque, du minerai qui s'ouvre ou ne s'ouvre pas. Et là, j'ai noté, j'ai dit, je n'ai pas tout compris. Alors j'ai dit, une fois que tu as lu la page, 65, va voir la page 59.
Et je vais voir la page 59. Ben, il y a encore une page après. Et après, c'est l'heure du repas. Parce que comme dit le proverbe novarinien, ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà. Alors écoutez bien, parce que c'est quand même très, c'est très très important. Non, je sais, mais c'est une formule. J'essaye de ne pas oublier, si vous voulez, c'est construit comme une lecture, et la fin c'est page 88, j'ai pas fini, j'ai encore 2 citations. Mais écoutez bien, parce que c'est à pleurer de bonheur tellement c'est bien écrit et c'est intelligent par rapport à notre propos. Il dit, vous vous rappelez la dernière phrase que je viens de lire avant, c'est le minerai, une coque, le mot qu'on a jeté, qui s'ouvre ou ne s'ouvre pas. Il dit, je n'utilise pas les mots. Je n'en ai jamais cherché aucun. Ce ne sont pas des outils. Devant le langage, les sensations sont de l'ordre du toucher. Quelque chose parle, là, derrière l'oreille. On ressent la matérialité de tout. Les mots sont comme des cailloux. Les fragments d'un minerai qu'il faut casser pour libérer leur respiration. Tout un livre peut provenir d'un seul mot brisé. Le mot est fermé, enveloppé, secret, enfoui. Quelque chose doit apparaître de dedans, de l'intérieur du mot, et pas du tout de l'intérieur de l'écrivain. Les mots en savent beaucoup plus que nous, mais il faut les prendre avec amour entre ses mains et les poser à son oreille. Les mots sont au sol, incompréhensibles et comme des noyaux. Je les ramasse, j'écoute dedans, je les brise, apparaît une phrase, une scène, toute la construction respiratoire du livre. Mais là, il me dit, va voir page 30. Et je vais voir page 30. Et page 30, je me dis, mais de quoi nous avons parlé jusqu'à présent? Nous avons parlé sur le fait que l'hébreu, comme toute autre langue, est amphibologique. Il faut entendre un mot dans un sens et un deuxième sens pour entendre la jouissance du verbe. Et j'ai rajouté que si on réfléchit au mot traduire en hébreu, ça veut dire à la fois traduire et jeter des cailloux. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça signifie? Je dis, je ne sais pas exactement, mais j'ai trouvé un texte qui me permet d'ouvrir cette réflexion. Ce texte, c'est Novarina, et de page en page, de manière rétroactive, j'arrive à cette phrase qui est la suivante. La pensée, et vous allez voir, c'est exactement une sorte de parallèle à ce que je viens de lire avant. C'est un autre texte qui est parallèle à celui que je viens de lire. La pensée n'utilise pas les mots, ne cherche jamais ces mots, ce sont les mots qui cherchent, qui traquent la pensée. Nous nous dépouillons des mots en parlant. Celui qui parle, celui qui écrit, c'est quelqu'un qui jette ses mots comme des cailloux. Des cailloux divinatoires, comme des dés lancés. Il ne choisit pas les mots pour s'exprimer parce qu'il aurait quelque chose à dire. Il porte chaque mot à son oreille pour entendre. Nous entendons dedans les mots, les choses en suspens, le monde suspendu à nos lèvres, l'instant parlé, toute la matière, tout l'univers suspendu à l'instant des paroles. Dans un seul mot, dans le plus petit des mots, dans toute la matière est pendue à la parole, suspendue à notre parole que nous pourrons arrêter de souffler si nous voulons. Toute matière dépend de la parole. Nous sommes réunis au monde par un suspens à l'intérieur des mots. L'univers et nous sommes réunis dans l'instant parlé. La parole nous a été donnée, non pour parler, mais pour entendre. La parole ne nous a été donnée que pour entendre ce qui est tu. Tu nous as donné la parole pour t'entendre. Quelle amphibologie! Je le redis, c'était extraordinaire. La parole ne nous a été donnée que pour entendre ce qui est tu. Tu nous as donné la parole pour t'entendre. C'est ça la traduction, c'est ça la poésie, c'est ça l'amphibologie, c'est ça la jouissance du langage. À ce moment-là, il me dit, Novarina, il chuchote à l'oreille, il me dit, mais comment tu vas terminer cette présentation? Il me dit, va page 88. Et à page 88, je lis la bonne nouvelle du film de Nour Atiavi, c'est ce qui est écrit. Écoutez bien, parce que c'est quand même assez extraordinaire et assez prophétique. D'ailleurs, à propos de prophétie, j'ai trouvé que ce film qui a été tourné, je pense, l'année dernière, ou même avant, les propos du dernier intervenant sur la langue arabe parlée
comme vecteur de la révolution ou du changement est absolument prophétique. SMS, blog, etc. Vous l'avez tous perçu. Et donc, Novarina, page 88, dit « La bonne nouvelle du film de Nourrit ta vie ». Je lis, c'est écrit. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Où la poésie est active, au sens que je viens de définir. Traduire, c'est être dans cet accueil du langage, des mots. C'est ce qu'on appelle ici la poésie est active. La bonne nouvelle du film de Nourrit ta vie, où la poésie est active, c'est que le langage n'a pas encore été capturé. Le monde n'est pas à décrire, ni à imiter, ni à redoubler, mais doit être à nouveau appelé par les mots. Allez annoncer partout que le langage n'a pas encore été capturé. Je vous remercie.